Pour en parler donc, Vincent Bontemps, tout à fait à l'extrême droite pour vous, chercheur au CEA, spécialiste de Gaston Bachelard en fait, mais aussi de Charles Renouvier, qui, comme vous le savez tous, est l'inventeur du terme uchronie, de la chose du terme. Et qui a précisément, Vincent Bontemps, écrit un article sur les expériences de pensée qui, je crois, est à paraître en 2016. Je ne me trompe pas. Gérard Klein, juste à côté de moi, écrivain, et aussi, et surtout, surtout est peut-être de trop, écrivain aussi, éditeur, le grand éditeur de science-fiction, qui a été pendant extrêmement longtemps le directeur et l'inspirateur de la collection Ailleurs et Demain, chez Robert Laffont. Et lui, je pense, il a vu l'avenir commencer plus tôt. Stéphane Pribitzky, historien, spécialiste de la guerre franco-prussienne de 1870, si je ne me trompe pas, mais également auteur du premier tome d'une tétralogie, je ne me trompe pas non plus, Apparaître au Bélial, enfin le premier tome est paru, et le premier tome étant intitulé Le château des millions d'années, où l'on voit un espion nazi mêlé à une mystérieuse histoire d'extraterrestres. Alors ça, le futur n'a pas commencé ni plus tôt ni plus tard, il a commencé à côté, plus ou moins. Enfin, Thierry Smolderen, scénariste de BD et historien du 9e art, dont par exemple l'album L'Empire de l'Atome, c'est pas d'ailleurs tout à fait ça, c'est Souvenir de l'Empire de l'Atome, ça me revient, dessiné par Alexandre Cléry, se promène entre différentes époques du XXe siècle via une sorte de rétrofuturisme qui mélange joyeusement les clichés et les références de récit. Bien, voilà, nous voilà donc devant cette question que je voudrais rapidement lancer. Qu'est-ce que peut évoquer pour vous, chers amis, cette idée du futur qui aurait commencé plus tôt? Imagine-t-on Napoléon équipé de dirigeables? Héron d'Alexandrie aurait-il perfectionné son néolitile éolipile, c'est ça, pour le rendre opérationnel? Le peuple de Paris instaurait une république durable en 1848. Est-ce bien là le futur commençant plus tôt? On est en train, en fait, comme je le disais tout à l'heure, de frôler l'Uchronie. D'autant qu'on peut renverser la question et se demander ce qui se passerait si le futur avait été inventé non pas plus tôt, mais plus tard. Ce qui nous amène à nous poser la question, par exemple, des références chronologiques. Après tout, qu'est-ce que plus tôt, qu'est-ce que plus tard? Ça ne présente vraiment d'intérêt que si on met en face deux types d'événements et en les décalant dans le temps. Là, ça commence à avoir intérêt. Parce que sinon, que l'électricité ait été industrialisée en 1880 ou en 1980 ou en 1780, ce n'est qu'un problème de date sans grande intérêt. Voilà, messieurs, je vous laisse avec ces questions. Qui veut, j'ai vu déjà des micros se lever ou des yeux s'ouvrir. Qui commence? Allez. L'historien, il est, ma foi, sur une problématique qui est un tout petit peu, je dirais, parallèle à celle que vous posez. Et là, je fais directement référence donc à l'univers que je décris dans Le Château des millions d'années, où je considère en fait que le futur, aujourd'hui, a déjà commencé. C'est la problématique de base du Château des millions d'années. Et cette problématique, c'est que simplement, ce futur qui a déjà commencé, on a négligé, ou on n'a pas souhaité en avertir les populations. Cette hypothèse, qui est formulée donc dans Le Château des millions d'années, elle renvoie directement disons, à l'univers des X-Files et à une phrase culte des X-Files en particulier, qui c'est un membre de la conspiration donc américaine qui dit à un moment donné « Nous sommes le futur ». Et c'est là, sur ce problème-là, que je me pose, c'est-à-dire, ma réponse à moi, c'est oui, il y a des hommes influents dans nos gouvernements qui ont pu prendre en main nos destinées dans le passé, donc nécessairement, là en l'occurrence, durant la Seconde Guerre mondiale, et pendant la période qui a suivi, donc la guerre froide, ils ont pris en main nos destinées sans nous en avertir, et en faisant tout pour que nous ne puissions jamais être conscients que le futur a déjà commencé. Alors, certains esprits caractérisent ces personnages comme des conspirateurs, et si on parle de conspiration, ce qui est un des sujets de mon livre,
Quels seraient donc les buts de cette conspiration? C'est justement préparer l'avènement de ce futur. Un futur inconcevable, un futur éloigné de nos modes de vie, un futur opposé à nos usages sociaux, à nos croyances, à nos philosophies, à nos religions, un futur dont la nature, si elle venait à être connue de tous, remettrait en cause la stabilité de nos gouvernements, mais également le fonctionnement même de notre société, de notre système, et je dirais même donc de nos usages personnels, et donc de notre mode de vie. Et c'est l'univers donc que je décris, que je commence à décrire donc dans le château des millions d'années, et ses suites, puisque c'est une tétralogie, comme vous le disiez au début, donc avec la suite qui paraîtra le 13 novembre. Les réponses à cette question, on va peut-être les évoquer, si le futur avait commencé plus tôt, et si aussi il n'avait pas déjà commencé. Voilà, telle est la problématique et je dirais l'angle de point de vue sur lequel je me pose. Oui, simplement je dirais, avant de passer la parole à Gérard Klein, que le futur a une caractéristique très forte, c'est qu'il commence tous les jours. Enfin, je l'ai vu commencer hier, je pense qu'il va commencer tout à l'heure vers 17h. Et demain, je ne sais pas, c'est pas encore tout à fait prévu. Gérard Klein. Oui, ce qui me semble dans cette problématique, c'est qu'il n'y a pas une histoire. Il y a bien entendu une histoire, celle qu'étudient les historiens, mais cette histoire est décomposable entre plusieurs histoires. Il y a une histoire économique, il y a une histoire sociale, il y a une histoire des sciences, qui est une chose très importante et sur laquelle on va avoir sérieusement à revenir. Il y a une histoire militaire et donc une histoire des guerres. Et ce sont les décalages entre ces différentes histoires qui font que ce que nous appelons le futur, et quand on parle futur ici, on pense implicitement à un futur davantage imprégné peut-être de progrès technologiques et scientifiques, ce sont les décalages entre ces différentes histoires qui font que ce futur technologique et scientifique advient plus ou moins tôt. Imaginons par exemple que la Première Guerre mondiale, qui a été la grande catastrophe qui a détruit l'Europe et certainement retardé de plusieurs décennies le développement au moins de la civilisation occidentale, n'ait pas eu lieu. Or, les causes, les origines de cette guerre sont tellement incertaines que les historiens en disputent. Enfin, on a l'impression, je me suis moi-même un peu penché sur le problème, notamment avec mon ami Jacques Le Saux, on a l'impression qu'elle aurait très bien pu ne pas advenir, qu'on aurait pu l'éviter. Une série d'événements sans grande importance enfin, il y a l'effet de papillon. D'ailleurs, il y a des événements qui brusquement se mettent à devenir irréversibles et qui conduisent à cette catastrophe. C'est un élément de réflexion. L'histoire des sciences et des techniques a souvent été précipitée par les guerres, mais elle a été souvent également considérablement retardée par les guerres, enfin, et les révolutions et les événements sociaux. Alors c'est à partir de là, je crois qu'on peut essayer d'introduire une réflexion sur si le futur avait commencé plus tôt. Dans une préface justement à des histoires de chronies du livre de poche, j'ai risqué deux uchronies. Dans la première, elle résulte d'une vieille interrogation de ma part sur les origines de la Révolution française et de la forme qu'elle a pris. Avant la Révolution française, la France est la grande puissance européenne, à peu près toute l'Europe cultivée par le français. Elle pourrait avoir conquis toute l'Amérique du Nord sans grande difficulté. Bon, et puis, il y a la Révolution, tout ça s'arrête et la France connaît une très longue période de déclin. Pourquoi? Je pense, sans que ce soit évidemment la seule raison, que l'origine des problèmes est à trouver dans l'éloignement du centre du pouvoir à Versailles. Or,
pourquoi est-ce que Louis XIV décide de déplacer à Versailles le centre du pouvoir? Ça fait quand même une demi-journée de cheval ou de carrosse à l'époque, hein, et le RER n'existait pas tout à fait. Il le fait parce qu'enfant, il a été terrorisé par la première révolution française, extraordinairement confuse, celle de... Pardon? La Fronde, exactement. Excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, si vous voulez, pour moi, l'origine de toutes sortes de bouleversements en France est à trouver, non pas tant, évidemment, il faut le loger là aussi, dans la Révolution française de 1789, mais dans la Fronde, qui explique tout le reste. Or, culturellement et scientifiquement, il y a deux grandes puissances en Europe à l'époque, la France et la Grande-Bretagne. Imaginons que la Révolution française se soit passée et n'ait pas eu comme conséquence l'Empire, se soit passé de façon beaucoup plus calme et abouti à une monarchie constitutionnelle, la France restait la grande puissance mondiale, admirée en particulier de nos ennemis britanniques. C'est pas ce que l'historien présente. Moi je suis pas historien, je suis philosophe. Vincent Bontemps. Alors donc, je pense comme vous que quand on formule un sujet comme ça, le futur a-t-il commencé avant, c'est facile de se prendre des pieds dans le tapis. Alors le boulot du philosophe, c'est de faire des distinctions conceptuelles. La première qu'on peut faire, c'est, il y a deux sens du mot temps, qui en fait sont deux séries différentes qui interfèrent dans la formulation. D'une part, il y a un temps chronologique, celui où on met des dates, et là il y a un avant et un après, mais en fait il n'y a pas vraiment la distinction de passé, présent, futur, vous voyez bien, elle dépend de l'endroit où on ne sait pas, mais ce temps il est homogène, il est orienté dans un sens, et voilà. Et puis il y a un temps dans lequel nous vivons, le temps vécu, le temps, on pourrait dire avec un gros mot philosophique phénoménologique. Dans celui-là, oui, vous avez un passé, vous vivez au présent tout le temps, et puis vous avez un avenir, ou un futur. Et les gens qui vivent dans notre passé ont vécu au présent, évidemment. Et ils avaient aussi des futurs, les futurs antérieurs, qui ne correspondent pas avec notre passé. Ils ne se sont pas réalisés, ils avaient des futurs. Alors la question qu'on peut poser dans la suite de ce que tu as dit, c'est est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il peut commencer avant le futur? Alors évidemment, il y a cette question du décalage. Si on veut chercher quelque chose comme un gradient vraiment sûr pour une chronologie, sur quoi on se rabat? Enfin, le gradient le plus sûr, c'est le développement technique. C'est ce qu'on fait depuis la paléontologie jusqu'à développer ensuite les vieilles civilisations. On regarde qu'est-ce que les gens savaient faire, parce que ça régresse rarement, autrement que par destruction de cette civilisation, et parce que c'est là où on a les traces les plus nettes, donc l'élément objectif l'écoulement du temps qu'on fait pour l'âge de fer, l'âge de bronze, vous voyez, on forme ça en fonction du développement des techniques. Alors, c'est des décalages avec les autres séries causales, et celles auxquelles on compare souvent, en fait, c'est des décalages avec une série qui serait les mœurs, l'état de vie sociopolitique des gens. Donc on essaye de penser en fait ça, c'est-à-dire, si des gens avaient eu des technologies à des stades antérieurs, qu'est-ce que ça aurait fait sur leur façon de vivre? Voilà, c'est en gros ça la question, il me semble, qu'on est en train de formuler. Mais en même temps, se pose cette question qui est, est-ce qu'il n'y a qu'un seul futur, hein? Donc, est-ce que c'est pas plutôt des futurs qui sont présentés à chaque moment, et puis ensuite, un chemin qui se fait là-dedans? Quel est le degré de résistance de ce développement? Voilà. Alors, il y a plein d'hypothèses qui sont données. Soit on peut penser que les choses sont relativement contingentes, fragiles, et que la trame du temps pouvait très très bien bifurquer. Voilà. Soit on peut penser qu'au contraire, qu'il y a des rythmes extrêmement solides, stables, que le développement technique ne pouvait pas aller plus vite qu'il est allé. Et donc on rentre dans des hypothèses qui sont, quel est le rôle, par exemple, du milieu, du filtre socioculturel par rapport au développement des inventions? Parce qu'on se dit qu'il y a eu des moments en fait antérieurs où des inventions ont eu lieu, puis elles ne sont pas prises. Alors qu'à un certain moment, tout d'un coup, elles arrivent à s'imposer. Et donc c'est dans cette problématique-là, avec cette idée qu'il y a peut-être différents futurs qui ne sont pas tous possibles. Chaque fois qu'on part dans un sens, c'est irréversible, des futurs sont interdits, mais à aucun moment vous n'êtes non plus dans un flux qui est orienté d'une façon totalement déterministe. Vous avez toujours d'autres choix qui se présentent à vous. Le présent possède toujours cette faculté de s'ouvrir sur des futurs. Et la deuxième chose, c'est que du coup, quand on y pense, quand on le rejette dans le passé,
ça produit cette étrange nostalgie qui n'est pas nostalgique du passé, vous êtes nostalgique des futurs qui étaient possibles dans le passé et qui ne sont plus possibles. Ce qui est, et ça marque, bon alors par exemple dans l'Uchronie, ça marque énormément, cette nostalgie qui est souvent une nostalgie politique est évidemment marquée. Tu viens d'en faire état là avec la Révolution française, ça aurait été tellement bien qu'on s'arrête au directoire par exemple, hein, et qu'on ne commence pas à envahir tous les pays d'Europe, et la France aurait été tellement bien. Mais c'est extrêmement classique, Louis Geoffroy quand il crée la chose, et non pas le mot Uchronie, c'est parce que c'est un ancien des campagnes napoléoniennes. Donc il imagine qu'est-ce que ça aurait été bien si Napoléon avait gagné la campagne de Russie. Un bonapartiste fou. Un bonapartiste totalement fou. Et on trouve ça très très souvent, cette vision de se dire, ah on a la nostalgie de futurs, voilà, de futurs antérieurs qui ne se sont pas réalisés. Alors, le terme d'Uchronie a été imaginé par Renouvin. Renouvin est dans un contexte tout à fait différent, puisque lui imagine ce que aurait été la civilisation si le christianisme n'avait pas réussi. Alors, il y a un double jeu dans son texte, puisque son texte est écrit du point de vue d'un auteur qui vit dans un autre continuum où le christianisme a échoué, enfin, il ne s'est pas du tout développé, les Romains ont pris les bonnes décisions, etc. C'est d'ailleurs, le livre Renouvin est d'ailleurs dirigé contre le christianisme, qu'il considère comme un facteur de régression. Alors en même temps, dans la deuxième partie du livre, c'est retourné parce que cette histoire, cette Uchronie est reconsidérée du point de vue de quelqu'un qui se situe à peu près dans notre histoire. Donc c'est là que... Alors je ne savais pas que Renouvin avait été un soldat de... Non, c'est pas Geoffroy. C'est Geoffroy écrit en 1836. Ah oui, non, mais et Renouvier vers 1850. Oui, et Renouvier créé en Angleterre, mais toute la théorie qui va avec, tu as raison. 1876. Juste un mot avant de vous passer la parole. Les deux hypothèses possibles sur le rôle que joue le présent dans le développement du futur, on pourrait imaginer ça en termes de physique, en utilisant notre bon vieux chat de Schrödinger. Soit on a un seul chat de Schrödinger, mais qui se succède à lui-même et qui à chaque fois prend une des hypothèses, prend une des voies, et de nouveau on commence à suivre. Soit on en a un très 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 grand nombre, et dans ce cas-là on a une histoire statistique, où effectivement les choses peuvent commencer à avoir un sens, mais un sens statistique. Peut-être pour faire un peu le lien avec le déterminisme et l'histoire de la Première Guerre mondiale, dire qu'il y a un virage qui s'opère pendant le XXe siècle, c'est le développement de l'arme atomique. On a à un moment donné des savants qui, depuis peut-être des siècles, travaillent en fait dans leur coin, inventent des choses, développent des idées, des nouvelles technologies, et le milieu industriel ou embryonnaire au 19e, ou même encore avant, il s'approprie par moments ces découvertes et il commence à développer quelque chose, je dirais, un peu de façon artisanale, de manière un peu souvent fortuite. Ah ben tiens, on a inventé une machine à vapeur, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Au 20e, on a quand même un virage, c'est l'arme atomique, où là, on a les États-Unis d'Amérique qui mettent aux commandes, et sans doute pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils mettent aux commandes d'un projet, donc avec des applications militaires pratiques. Pour faire une bombe atomique, on va mettre aux commandes de ce projet des scientifiques et non plus des industriels. Et ça, c'est sans doute propre aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de la Première Guerre mondiale. S'il y a un événement majeur qui se révèle au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est bien le rôle central que vont occuper et occupent toujours les États-Unis dans notre monde. On a un certain nombre de pays européens qui, depuis des siècles, mettent en place, je dirais, appliquent la théorie de Clausewitz. La guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Voilà comment on fait de la politique en Europe depuis des siècles. Je dirais, pour moi, conséquence logique de la théorie clausewitzienne, c'est qu'en 1914, on se fait la guerre parce que tout bêtement, on en a l'usage depuis au moins la fin du Moyen-Âge. Donc entre grands royaumes et grandes entités européennes. Les Américains, ils reprennent un peu ce flambeau, mais à leur manière, et justement, eux, leur puissance économique, leur puissance industrielle, elle va leur permettre peut-être de changer
de provoquer le futur, justement le futur dont je parlais au tout début, c'est-à-dire de provoquer un futur qui commence dès 1939, un futur où on se dit, pour inventer le futur, on ne va plus uniquement utiliser les ressources d'abord des politiques, ensuite des industriels, mais on va peut-être demander aux savants qui sont juste en train de faire des équations mathématiques, on va leur dire, tiens ton équation là, tu m'expliques qu'elle pourrait faire une bombe qui pourrait me provoquer quasiment le jugement dernier. Est-ce que tu pourrais pas m'inventer toute l'industrie qui tournerait autour, qui me permettrait de développer très vite cette arme pour pouvoir m'en servir contre Adolf Hitler? Et c'est ce qui va se passer. Et on va se retrouver avec un projet Manhattan qui sans doute dans l'histoire de l'humanité n'a aucune comparaison